des questions, c'est juste un débat, puisque c'est un rapport d'orientation, mais on est là aussi pour débattre. Le rapport d'orientation budgétaire va nous permettre de débattre sur l'évolution de la situation financière de notre collectivité. Les orientations budgétaires préfigurent les priorités à partir desquelles les élus auront à aborder et à élaborer une stratégie financière et un budget primitif 2021 que nous aurons à voter le mois prochain. Dans l'attente de la création d'une commission municipale que nous appelons de nos vœux, nous avons réalisé un exercice de haut vol, celui de décrypter les 39 pages que nous avons reçues mardi soir dernier. Comme nous l'avons lu dans la presse ce matin, il semble que notre collectivité rencontre des difficultés à se projeter sur 2021. Je cite, « Avec un niveau d'incertitude inédit, les prévisions doivent être sans arrêt réajustées. » À notre humble avis, il aurait sans doute été plus prudent, en cette période de crise sanitaire, sociale et économique, de ne pas voter ce BP en décembre 2020, mais au cours du premier trimestre 2021, c'est-à-dire d'attendre les résultats comptables de l'exercice 2020, qui va être très difficile, résultats confirmés par le comptable public. Ceci permettant d'avoir une vue globale du budget qui intègre les excédents de fonctionnement, le déficit en investissement, les dotations de l'État pour 2021. À ce jour, nous sommes au mieux dans une démarche d'anticipation. Nous avons donc tenté de trier ce qui pourrait être de ce qui sera sans doute, tant au niveau des ressources que des dépenses 2021. Alors, on a réfléchi sur les ressources. On a bien regardé toutes les pages. Donc d'abord, la ville de La Ciotat, comme toutes les communes, a des ressources qui arrivent de l'État. C'est le PLF, le projet de loi de financement. Ce projet de loi de finances 2021, il sera adopté le 18 décembre 2020. Donc, quand nous serons au conseil municipal, nous aurons la réponse à nos questions sur les ressources de l'État. Mais au-delà de la réponse que nous n'avons pas, nous avons quand même dans ce document quelques données qui nous permettent d'anticiper le niveau des ressources que nous aurons du côté de l'État en 2021. Alors, il y a des informations intéressantes dans ce document que vous nous avez transmis. Il y a le revenu moyen imposable par habitant. En 2020, il est supérieur à la moyenne de la strate. Il est à 19,03% en plus. Il était à 15,93 en 2019. Alors, il doit y avoir juste une petite erreur en page 5, parce que vous avez dit 2019 au lieu de 2020, mais bon, c'était 19,03 en 2020 et 15,93 en 2019. Ça veut dire que, globalement, les habitants de La Ciotat sont plus riches qu'avant. Au regard de cet enrichissement, nous avons perdu le DSU. Nous l'avons perdu déjà depuis l'année dernière. En 2020, on ne l'a plus eu. Nous espérons que les plus riches de La Ciotat, donc, vont pouvoir compenser cette aide de l'État afin que nos familles les plus modestes, et nos familles les plus modestes qui sont très nombreuses aujourd'hui dans tous les quartiers de la ville, soient tout de même soutenues. Mais nous y reviendrons le mois prochain. Ensuite, il y a une information intéressante sur le nombre d'habitants dans notre ville. Il apparaît dans le document que ce nombre d'habitants diminue chaque année. En 2020, 35 563 habitants. En 2019, 35 758 habitants. Mais sont en augmentation les résidences secondaires. 4 588 résidences secondaires en 2020, 4 169 en 2019.
ça nous assure à peu près, il y a 0,20% en plus de dotation globale de fonctionnement, ça équilibre. Mais il faudra que nous réfléchissions sur cette diminution d'habitants, parce qu'il nous semble quand même que depuis quelques années, de nombreux programmes immobiliers ont poussé à La Ciotat et il y a moins d'habitants. Il faudra aussi qu'on s'interroge sur le nombre d'électeurs dans notre ville, qui sont plus de 30 000, alors que nous sommes 35 563 habitants à l'année. Donc ça veut dire que des résidents secondaires doivent voter à La Ciotat. On étudiera ça parce que c'est intéressant au niveau analyse sociologique. Ensuite, la deuxième grosse recette de La Ciotat, comme toutes les communes, ce sont les impôts, c'est-à-dire nous. Qu'est-ce que nous payons à La Ciotat pour en retour avoir tous les services que nous avons? Donc, tout à l'heure, l'adjointe a présenté donc la baisse de la taxe d'habitation. J'espère comme elle que la compensation de l'État sera au rendez-vous. Je pense que ça va l'être parce que la situation est assez délicate en France. Si en plus l'État ne compense pas la taxe d'habitation, ça serait catastrophique. Taxe d'habitation et taxe aux entreprises également. Hein. Mais normalement, on devrait en 2021 on devrait faire quitte parce que l'État devrait compenser. Ensuite, il y a les taxes foncières. Et les taxes foncières, elles sont reconduites à l'identique en 2021. Et je vous rappelle, mes chers collègues, que à La Ciotat, le taux est de 33,76% pour le foncier bâti. La moyenne de notre strate des villes, comme la nôtre, en France, est de 23,35%. Nous savons à qui nous devons ça. Mais par contre, ce que nous savons aussi, c'est que nous n'avons pas baissé cette taxe foncière bâtie. Et c'est une grande injustice sociale pour les catégories moyennes, pour les retraités. Et je ne sais pas, avec ce qui va arriver l'année prochaine, s'ils tiendront le coup, s'ils ne seront pas contraints de vendre leurs biens familial, ou ils ont, pour certains, un héritage familial, ou alors toute une vie de travail, de remboursement d'emprunt. Si le retour à la vie active arrivait en 2021, ce que nous espérons tous, il ne devrait pas y avoir de baisse concernant les autres recettes, taxes indirectes et autres recettes de fonctionnement, comme les droits de mutation, le produit des jeux. Normalement, le casino devrait reprendre son activité. Je dis bien si la Covid-19 ne nous fait pas encore un mauvais tour dans l'hiver. Voilà pour les recettes, j'ai fait le tour. Maintenant, les dépenses. Nous avons vraiment regardé de près la différence qu'il y a entre les dépenses 2020 et celles que nous avons en projection pour 2021. Alors, la masse salariale. La masse salariale, ça a toujours été une difficulté de gestion dans cette ville. Elle représente 58% des dépenses de fonctionnement. C'est lourd. C'est lourd, parce qu'après, il ne reste pas beaucoup pour travailler. Mais ce qui nous surprend, c'est, ou alors on se trompe, mais c'est qu'il y a 1 million d'euros en plus l'année prochaine de prévu pour la masse salariale. Ce qui nous surprend, c'est que cette année, nous avons à l'inventaire 752 salariés. Et l'année prochaine, nous prévoyons 722. Donc nous avons moins de salariés l'année prochaine et 1 million d'euros en plus de salaire, enfin de charges salariales. Donc il faudra chercher l'erreur. On va chercher, ou alors il y a un truc qui nous a échappé, c'est possible, hein, parce qu'on a découvert tous ces documents en 4 jours. Concernant les charges à caractère général, c'est-à-dire ce qui fait tourner la boutique, là aussi on s'inquiète un peu parce que par rapport à 2020, vous prévoyez 7,36% d'augmentation. C'est beaucoup. Alors, c'est expliqué dans le document par la gestion de nouveaux bâtiments. En effet, le CCAS a déménagé, il est dans des magnifiques locaux. Le conservatoire de musique va l'être également, donc ça va faire des charges supplémentaires puisque chaque équipement qui fonctionne à la mairie, bon, ça coûte. Mais 7,36% en plus, c'est quand même un gros chiffre par rapport à toutes les difficultés financières que nous avons vécues cette année. Et puis, vous l'expliquez aussi avec l'adaptation au changement climatique. Alors là, nous avons vu
ces derniers jours que un observatoire de l'environnement allait être créé. Et donc, il nous expliquera certainement ce qui va se passer pour nous adapter au changement climatique et peut-être en effet que ça méritera que nous ayons cette charge supplémentaire en fonctionnement. Les charges de gestion courante, j'en parlerai pas, c'est plus de 2%. C'est pas grand-chose et c'est essentiellement tourné vers la solidarité. Le CCAS assume une très grosse charge en ce moment et je pense qu'ils vont être de plus en plus sollicités. Et on se demande même si ça sera suffisant pour amortir le choc économique et social en 2021. L'intérêt de la dette, vous en avez parlé, il faudra y revenir au niveau du budget primitif. C'est intéressant aussi pour voir comment on peut aller dans cette ville dans les années qui viennent. Et vous nous présentez donc, à la fin de tout ce catalogue, 2 hypothèses. L'hypothèse 1, c'est le scénario catastrophe. C'est-à-dire que l'État ne nous reconnaîtrait pas éligibles au mécanisme de compensation. Honnêtement, nous n'y croyons pas. Ce n'est pas possible. Quand il va y avoir l'arrêt des comptes de 2020, il y a déjà eu un acompte. Quand il y aura l'arrêté des comptes 2020, nous espérons que l'État compensera, parce que sinon, ça serait vraiment une catastrophe pour notre ville. Et je ne sais pas comment on pourrait tenir la barre, si ce n'est que par un emprunt important. Concernant l'hypothèse numéro 2, là, nous tenons à alerter les élus, tous les élus que nous sommes ce soir, sur en effet le montant de notre épargne nette, qui est estimé pour 2021, moins 558 000 euros, en estimation en 2021, et que nous avons été très bien ces dernières années. Après ce que nous avons vécu comme marasme dans les années 95 à 2010, je vous rappelle quand même qu'en 2018, donc il n'y a pas très longtemps, le CA, le compte administratif 2018, était à plus 5 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'entre 2018, 2019 et 2020, on a perdu 5 millions d'euros où on les a dépensés, où on les a investis, mais on ne les a plus. Et donc, comment allons-nous investir si nous n'avons plus d'épargne nette en réserve? Ça, c'est une question qu'il faudra vraiment réfléchir pour les années qui viennent, pour ne pas retourner dans la spirale infernale de l'emprunt. Alors, on a fait un constat, mais on a aussi dans le débat, on a quelques propositions de réflexion pour en débattre. Sur le fonctionnement, 2021, il faudra soutenir les plus fragiles. Il faudra soutenir les forces vives, les commerçants, les artisans, les associations culturelles, les associations sportives, sociales. Il faudra accompagner nos concitoyens parce que les épreuves sont devant nous, notamment en matière économique et sociale, dans le meilleur des cas, et en matière sanitaire si malheureusement la Covid-19 persiste dans l'hiver. L'État s'engage. Il s'engage, on verra s'il maintient ce qu'il dit, mais il s'engage pour compenser nos dépenses supplémentaires. Alors, faisons un geste envers les foyers qui sont lourdement taxés. Engageons-nous, petitement, mais engageons-nous pour une baisse de la taxe foncière bâtie, qui permettrait, en quelques années, pas tout de suite puisqu'on est dans une situation difficile, mais qui permettrait de retrouver le niveau moyen des villes de notre importance, c'est-à-dire d'aller vers le 23,35% au lieu de 33,76%. Révisons, alors une autre position. Révisons notre commande publique. Nous avons beaucoup travaillé sur comment faire en sorte, avec la loi, dans le respect de la loi, notre commande publique, c'est-à-dire tout ce que nous investissons, que ce soit en fonction d'investissement dans notre ville, puisse être révisé pour réinvestir dans le local. Puisqu'on parle de développement durable, on parle d'investir dans le local, faire travailler nos artisans, faire en sorte que nos services en régie soient réactifs. Ils sont moins coûteux que les DSP et les régies. Et surtout, ils offriraient des emplois à notre jeunesse. Pour terminer, je parlerai de l'investissement.
Alors, comment est financé notre investissement? C'est facile. L'épargne nette, dont là, de toute évidence, on est en déficit, on n'en a pas. Donc, on démarrerait une année 2021 sans épargne nette, donc sans recettes. C'est un peu comme une famille. Hein. Si on veut acheter quelque chose mais qu'on n'a pas d'argent à la banque, on n'en a pas. On finance par des cessions, on finance par un cofinancement et par l'emprunt. Donc, on n'a pas d'épargne nette. Vous prévoyez beaucoup d'investissements. Par pitié, arrêtez les cessions. Voilà. Arrêtez de vendre le patrimoine communal parce que on n'y arrivera plus. Ensuite, sur le cofinancement, c'est le piège parce qu'il faut quand même trouver de l'argent et donc il faut emprunter. Et enfin, on voudrait dire un mot sur le PLUI qui a été voté l'an dernier. Comme vous le savez, il va autoriser la poursuite des constructions. Le PDU, le plan de déplacement urbain, n'a toujours pas été en enquête publique avec la Covid. Donc nous risquons de subir des désagréments, tous les désagréments d'une grande ville. Et on risque de ne pas bénéficier du bien-être d'une ville à l'échelle humaine. Alors, nous vous faisons une proposition. Recentrons-nous en cette période incertaine. Recentrons nos investissements au service des habitants les plus modestes, pour l'accès à l'éducation, pour l'emploi, pour le logement, la culture, le sport et la nature. Attention à la dette. La dette d'aujourd'hui, on le dit souvent, ce sera les impôts de demain et donc des générations futures. Enfin, hiérarchisons. Si nous sommes dans la difficulté, faisons comme les bons pères de famille. Hiérarchisons les dépenses d'investissement, d'autant qu'elles sont désormais constituées majoritairement par des sommes réglées à la métropole. La ville ayant délégué sa maîtrise d'ouvrage sur ses propres compétences a un pouvoir éloigné des réalités citadines. Je vous remercie.